Parcours de vie, présenté par Olivier Charnet. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Val d'Azergues pour l'émission que vous connaissez qui s'appelle Parcours de vie, où je reçois effectivement une personnalité au parcours atypique et riche. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nathalie Bonnet, qui est personnelle de direction, c'est-à-dire principale du collège Alexis Candelaft, où je travaille. Et aujourd'hui, on va passer du vous au tu. C'est un bon exercice pour moi. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, Olivier. Donc, bienvenue. Alors, toi, tu as une carrière qui est longue et variée, pleine d'anecdotes et d'anecdotes qui me sont chères parce que c'est l'éducation et parce que je pense que c'est un des éléments centraux en fait de la France, de toute l'humanité en général. Nous, on s'est rencontrés, parce que je commence toujours sur le principe de la rencontre avant de revenir justement au parcours propre. On s'est rencontrés, alors j'ai beaucoup de mal avec le temps qui file très vite, mais je dirais il y a 3-4 ans, 5. Septembre 2018. Septembre 2018, et vous avez passé... Oh, tu. Ah ouais, ça se fait pas comme ça. Hein. Non, beaucoup de travail. Et donc, tu as passé une année, ce que je comprends tout à fait, à regarder comment tout le monde fonctionnait. Et à partir du moment où tu as calé les choses, tu as accompagné, et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est qu'en fait, tous nos choix en fait, pédagogiques, tu les as accompagnés du mieux que tu pouvais par rapport aux élèves. Et tu nous as toujours dit, ce qui est important, c'est les élèves. Et je vous accompagnerai si c'est dans l'intérêt des élèves. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est à la Marcel Pagnol. Et j'ai toujours trouvé que tu avais cette attitude très ancienne France, mais c'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est très école républicaine, Marcel Pagnol, le fait d'aider, prendre du temps pour les gens et de la considération. Pour les élèves, j'en vois défiler des centaines, mais des dizaines, et je sais qu'ils sont toujours rassérénés. Parfois, effectivement, tu leur passes des chasses, mais ils n'ont pas une acrimonie. Ils sont conscients des choses et tu les aides à grandir, et je trouve ça formidable. Donc alors, Nathalie, toi, tu viens d'une région lointaine d'ici, même si tu travailles ici, tu viens de Bourges. Oui, Bourges, le chef-lieu du Cher. Okay. Voilà, je suis née donc en 1965, d'une famille de 6 enfants et j'étais la petite dernière. Voilà, 5 filles, 1 garçon. Et voilà, une ville que j'ai affectionnée pendant 18 ans, mais j'étais très contente de partir faire mes études ailleurs. Et puis quand j'y retourne, je n'ai pas forcément beaucoup de nostalgie. D'accord. Mais voilà. Donc collège, lycée. Oui. Et un élément très intéressant qui est le fait de la passion de l'allemand. Oui. Pourquoi ? Alors la passion de l'allemand, depuis petite, j'ai eu la chance d'être dans un quartier où il y avait une école pilote. Et on a eu une assistante d'allemand qui était là depuis, je pense, à peu près la grande section de maternelle. Alors je ne sais plus exactement, c'est un peu lointain dans mes souvenirs. Et puis ça s'est perpétué à l'école primaire. Et c'est vrai que donc, moi j'ai fait 6 ans avec, alors je ne me rappelle plus le taux horaire, hein, si c'est 1 heure, 2 heures par semaine, mais en effet ça a développé chez moi un vrai amour de l'allemand. D'ailleurs j'ai fait des pieds et des mains arrivé au collège pour faire allemand première langue, ce qui n'était pas du tout à la mode dans ma famille. Moi je suis issue d'une famille où il y avait de vrais griefs post-guerre. Et que quand on choisit l'allemand, c'était pas anodin. Et donc, il a fallu que je bataille beaucoup. Ma maman a dû demander un rendez-vous au chef d'établissement parce que j'avais dit que si je faisais pas allemand, je ferais rien du tout au collège. Donc, le chef d'établissement, qui était quelqu'un qui a dû voir que j'avais un petit peu de caractère, a dit à ma maman, faut qu'elle fasse allemand. Voilà. Chouette. Donc, au lycée, forcément, ça continue. Oui. Et avec un désir visiblement de prof d'allemand. Oui, prof d'allemand. Oui, je pense que, prof, alors à prof d'allemand, oui, parce que allemand, voilà, mais prof avant tout, Donc il y avait déjà une fibre en fait de la transmission. Oui, oui, depuis toujours. C'est fascinant quand même. Ouais, depuis toujours, et parce que je pense que d'abord j'ai été élevée toujours au milieu des enfants. Moi j'ai toujours connu, j'habitais dans une cité où on était beaucoup d'enfants, la dernière de 6, donc des neveux très vite aussi, donc une famille avec beaucoup d'enfants. Ma maman était nourrice, donc il y avait des enfants plein à la maison tout le temps. Et je dois dire que je ne voyais pas bien ce que je pourrais faire d'autre que de m'occuper d'enfants. Et en l'occurrence, un prof ou un stitch, je n'étais pas très décidée à cette époque-là. Ok, donc à un moment, le break, on bascule, on se dit tiens, je vais faire un DUT biologie. Oui.
Parce que j'étais un peu scientifique, beaucoup plus que littéraire. Le côté littéraire m'aurait beaucoup posé de problème parce qu'à cette époque-là, je n'aimais pas trop la littérature. Je n'étais pas trop là-dedans. J'étais par contre plutôt scientifique. Donc je me suis dit, bah, je ferais prof de bio. Ce qui est pas mal, parce qu'en même temps, l'allemand, c'est logique. Voilà. La bio, c'est logique aussi. Enfin, l'allemand, et j'ai fait du latin aussi. Et cette grammaire, c'était très bien pour moi. Ça correspondait exactement à ce que à ma logique, à ma façon d'être, que les choses rentrent dans les cases. Voilà. Donc on arrive à faire un DUT biologie, et là, donc on va pouvoir passer au cœur du sujet. Le concours d'instit à cette époque-là. Alors là, je dois dire que c'est quelque chose et quand j'y repense de plus en plus, ma maman m'a poussée, en fait, c'est elle qui m'a envoyé, téléphoné à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas les portables, et qui m'a dit, tu sais, il y a un concours d'instit exceptionnel, c'était une année, je pense, où il manquait d'instit, et il y a eu un concours exceptionnel, et ma maman m'a dit, écoute, il y a un concours, tu ne veux pas le présenter? Il faut savoir que ma maman était à l'école jusqu'à 19 ans, ce qui était très rare à cette époque-là. Et parce que moi, mes parents étaient âgés. Hein. Moi, j'étais la dernière, 20 ans après mon premier frère. Donc, moi, j'ai eu des parents âgés. Donc, ma maman était âgée. Et elle a dû arrêter l'école parce que tombée enceinte. Voilà, c'est les femmes de cette époque-là. Et je pense qu'elle aurait voulu être instite. Et je pense que le jour où elle m'a dit il y a un concours, je crois que quelque part, elle a fait un transfert. Voilà. Mais ce qui était très bien, parce que c'est un transfert que j'ai complètement assumé. Donc je me suis retrouvée après, avec le concours, ils prenaient 100 personnes, et les 50 premiers allaient à l'école normale de Chartres, et puis les 50 autres allaient sur le terrain. Et c'est là où j'ai débuté, donc à Nogent-le-Rotrou. Alors, Nogent-le-Rotrou, donc c'est ça, on attaque, et 7 académies au total, il me semble. Ouais. Ce qui fait énorme, quand même. Et maintenant, donc c'est à toi, parce que là, cette partie-là, je ne la connais pas. Donc il va falloir que tu nous émailles tout ça, de toutes les anecdotes. Et on commence par Nogent. Alors, Nogent-le-Rotrou, oui. Voilà, donc le mardi, sur les bancs de la fac, puisque j'avais entamé une licence de sciences, de bio en fait. On était au mois de septembre, le concours, je l'ai passé dans le mois de septembre, et donc au mois de novembre, le mardi, on m'appelle en me disant, écoutez, voilà, vous avez un poste à partir de jeudi, donc le 21 novembre, je me rappelle, 85. Vous êtes en poste, donc à Nogent-le-Rotrou, vous allez faire des quarts de décharge. Et alors là, je dois dire que quart de décharge, donc je dis à la dame de l'inspection, je lui dis mais c'est quoi, je dois aller chercher les enfants en bus et tout, et là elle me dit non, quart de décharge, les directeurs sont déchargés, soit à quart-temps, soit à mi-temps, et vous donc vous allez faire les quarts de décharge des directeurs. Voilà, ça y est. Voilà, donc c'était très drôle cette entrée, et je me suis rendu compte que déjà il y avait un vocabulaire qui va être très propre à l'éducation nationale. Voilà, donc je me suis retrouvée la première année avec 3 postes différents, puisque j'avais des CM1, des CE1 et des petites sections de maternelle dans un tout petit village. Ils n'étaient pas mélangés encore? Ah non, c'était un jour les CM1, un jour les CE1 et les 2 autres jours des petites sections de maternelle. Et la petite anecdote des CM1, le premier jour, donc le jeudi, je suis arrivée et la directrice m'a dit voilà ta classe. Voilà, donc on vous met devant 27, 28 élèves, vous ne savez absolument pas ce qu'il y a à faire. Et là, il y a un gamin qui arrive et qui avait un renard que son papy avait tué à la chasse la veille. Et donc elle me dit, ça tombe bien, t'as qu'à faire une leçon sur le renard. Et là, il faut être inventif, mais ça forme, hein. Voilà. C'est bien le coup du renard. On va continuer sur ça. Oui. Ok. Donc là-dessus, l'année se passe comment avec du recul sur cette première année Ça se passe, c'est douloureux parfois. Après, le monde du premier degré, c'est un monde très chaleureux, et j'ai vite trouvé des gens qui m'ont pris sous leur aile, avec qui on faisait les prep le soir pour le lendemain, qui me corrigeaient quand on me disait non mais là tu vas trop vite, faut faire. Voilà, j'ai appris les mots comme les prérequis, toutes ces petites choses sympathiques. Mais non, je dis vraiment merci aux collègues de cette époque-là, parce que c'est pas évident. J'ai dû voir un conseiller pédagogique la première fois au mois de mars, donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà du mal de faire. Heureusement que j'avais pas trop martyrisé les pauvres élèves. Mais en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les cités ou dans les cités généralement, ou dans les quartiers, c'est qu'effectivement il y a une grande solidarité. Ça existe toujours. Ça, c'est vraiment un truc qui est bien. Et donc Nogent, combien de temps? Nogent-le-Rotrou, 1 an. Ensuite, 1 an d'école normale à Chartres. Alors l'école normale, ça consistait en quoi? C'était la même chose qu'après l'IUFM et après l'ESP, et maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle, l'IH, je sais pas quoi. Voilà, donc alors l'école normale, c'était des cours.
moi, j'en ai pas un très très bon souvenir parce que, alors, j'ose espérer que ça a changé. Moi, j'ai trouvé que c'était pas tellement adapté à. Moi, j'arrivais d'un an de terrain où j'avais galéré. Et donc, j'attendais des réponses. Moi, j'avais besoin qu'on me dise, quand tu arrives dans une classe, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé que la formation avait été très très. Pas dans notre attente. Donc, on était une promo assez rebelle. Donc, on a refusé de passer l'examen de fin d'année. Ah oui, on a été rebelle parce qu'en fait, on était tous d'accord à se dire, mais c'est n'importe quoi. C'est pas ça qu'on est venu chercher pendant un an. Voilà. D'abord, on avait tous envie de retourner sur le terrain parce que je pense que quand on y a goûté, on n'a plus envie de partir. Ouais, c'est vraiment un choix d'élève, enfin un choix pédagogique. Ah oui, c'est vraiment viscéral. Hein. C'est oui. ça. C'est pour ça que je disais Marcel Pagnol, parce qu'il y a cette vie nécessaire d'aller transmettre. Et donc, à la fin de Nogent. Alors, Nogent, Chartres, ensuite premier poste à Dreux. Ok. Donc, par choix ou parce qu'il y restait que ça? Non, parce qu'en fait, j'étais dans l'académie et donc on postulait dans l'académie. Et puis, voilà, après, la vie a fait que j'ai rencontré mon ex-mari et lui travaillait en région parisienne. Donc, il faisait les chemins Dreux. Donc, après, j'ai demandé ma mutation. Alors, pareil, là, l'anecdote, les collègues me disaient, non, mais attends, t'as qu'un an d'ancienneté, t'auras pas de mutation et tout. Moi, j'avais pris la carte de France. Enfin, j'étais vraiment une provinciale. Moi, je connaissais pas Paris. Et donc, j'avais pris, puis j'avais vu tous les numéros autour. J'avais fait 93, 95, 80, tout ça. Et j'ai tout mis sur les vœux. Et bien sûr, j'ai eu 93. Le 9-3. Voilà. Et les collègues me disent, ah ouais, t'as vachement de chance, tu te rends compte, la première fois où tu demandes. Donc, le week-end, avec mon ex-mari, on est allé voir le 93. Et j'ai compris pourquoi j'avais ma mutation. Voilà. Alors, donc. Bon, 93, Épinay-sur-Seine. J'ai fait quelques années sur Épinay-sur-Seine. Je devais faire 3-4 ans, mais en changeant beaucoup d'écoles, parce que j'avais pas de poste fixe. Donc, je faisais encore des décharges de direction. Et j'ai eu mes 2 enfants, les 2 grands. Et puis, mon ex-mari est parti travailler à Bruxelles. Et donc là, j'ai demandé à une mutation pour le département du Nord. Mais comme à cette époque-là, le 93 était déficitaire, on a refusé ma demande de mutation. Donc, j'ai dû me mettre une année en disponibilité où je suis allée vivre en Belgique. Et là, autre anecdote, j'ai demandé à avoir un équivalent, puisqu'on était quand même déjà dans l'Europe, on était en 92, donc l'Europe, elle était déjà quand même là. Et j'ai demandé à avoir une équivalence de diplôme, et on m'a bien fait comprendre que non, on ne pouvait pas être passé de Instit en France à Instit en Belgique, c'était pas du tout la même chose. Donc j'ai galéré, j'ai essayer de faire des validations d'acquis et tout, et puis au bout j'avais pas fini mes démarches, que l'année scolaire était finie, j'ai demandé la mutation pour l'année d'après. Et comme je leur avais dit que de toute façon, je ne retournerais pas dans le 9-3, ils ont accepté. Et donc, j'ai été mutée dans le 59. Et dans le 9-3, sentiment d'utilité? C'est la question, parce qu'on a toujours... Oui. Alors après, je pense que j'étais trop jeune, peut-être, pour me rendre compte de vraiment... Alors, j'y ai mis beaucoup. J'ai mis énormément, et de ma santé, et de mon énergie, et de tout, mais... j'ai des regrets aujourd'hui parce que j'aurais pu faire plus, j'aurais sans doute pu m'investir plus, mais parce que quand on est jeune, voilà, on ne voit pas forcément... Oui, je sais, pareil. Mais bon, ça forme. Oui, et puis une vie aussi. Moi, j'avais des enfants en bas âge, donc c'est vrai qu'on ne pense pas... On n'agit pas pareil, parce qu'on n'a pas le même temps de libre, on n'a pas le même... Voilà, on a d'autres choses qui occupent le temps. Donc, mutation. Mutation, dans le département du Nord. Très beau département. Alors ça, je sais que c'est un moment marquant, parce que tu en as parlé. Ouais. Un très très bon moment avec plein de beaux souvenirs, mais aussi beaucoup de sentiments, alors là, d'impuissance, j'ai même pas les mots et ça m'émeut encore quand j'en parle parce que j'étais directrice d'école d'une maternelle, j'étais au cœur d'une cité, ou dans la cité qui s'appelait les Provinces françaises, mais qui n'avait de français que le nom, parce que c'était beaucoup de familles maliennes, de familles tout ça qui avaient été mis, puisque c'était des anciens appartements des bourgeois de Maubeuge, donc qui étaient des F5 ou F6, qui ont été ensuite, ils ont regroupé, donc ça faisait des F12, des F14, et on y a mis toutes les familles, les populations, il y avait beaucoup de populations africaines, et c'était un vrai bonheur. Mais c'était un vrai bonheur.
Après, avec tous les à côté, hein, c'est-à-dire avec tout ce qu'allait avec la pauvreté, la précarité, le début des familles monoparentales hyper compliquées, avec des femmes battues, avec des enfants qui étaient déjà dans le milieu de la drogue, avec... et ouais, sentiment d'impuissance. Là, j'y ai laissé beaucoup de plumes, beaucoup de kilos, mais je regrette rien et je pense que s'il fallait, j'y retournerais. Et les petits, parce qu'ils savent les petits, ce qu'on fait pour eux, ils étaient contents, ça leur a... Je pense que vous leur avez changé leur vie. Ah, je ne sais pas si je leur ai changé leur vie. Eux, ils ont changé la mienne, ça c'est sûr. Ils ont changé ma façon de voir les choses, ils ont changé ma façon de ce que j'ai transmis à mes enfants aussi. Et non, ça a été... oui, je pense que sans doute je leur ai amené quelque chose, mais je pense que tout enseignant apporte quelque chose aux enfants. Alors, chacun a des degrés divers et puis en fonction des sensibilités de chacun, mais oui, je pense que... Une ou deux anecdotes sur le Nord? Il y en a tellement. Ouais, c'est ça, et puis elles sont pas très jolies, enfin elles sont pas gaies, quoi. C'est des anecdotes... c'est la vie. Ouais, mais je veux pas salir Okay. cet endroit que j'affectionne particulièrement. Je veux pas salir les personnes, mais c'est des épreuves de vie et des... Alors bien sûr, hein, que quand on est sur le moment, voilà, l'anecdote qui me vient comme ça, mais qui n'est pas du tout drôle et qui, vous voyez, des familles où les toilettes étaient bouchées, les enfants faisaient leurs besoins dans les vides ordures, donc il y avait des pétitions, des machins, parce que les vides ordures étaient sales, et ça crée des tensions dans le quartier. Et c'est sûr que quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et on était en France, et on était il y a 30 ans, quoi. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce soit tellement différent. Ouais. Je pense que tu as quand même dû faire beaucoup le fait d'être heureuse, parce que je pense que tu arrivais heureuse, cadrante, mais... Ah, moi, je suis jamais allée nulle part à reculons, hein. Jamais, jamais. Même dans les moments durs, jamais. Combien de temps dans le Nord? Eh bien, dans le Nord, je suis restée de 92 à 98, puisque ma fille est née dans le Jura. Je suis partie dans le Jura 98. Où ça, dans le Jura? Saint-Claude. Oui, je connais bien, j'y suis allée aussi. Voilà. Alors donc Saint-Claude, ça neige. Il fait froid. Oui. Saint-Claude, pas facile. Une ville où il est difficile de se faire une place. J'avais la chance d'être la directrice d'école du centre-ville, donc j'ai été très vite identifiée. Mais le Saint-Claudien a été habitué à vivre tout seul, un peu en autarcie, et donc pour rentrer, c'est un peu compliqué. Mais par contre, une fois qu'on est, c'est un peu comme dans le Nord, quoi. Après, on est adopté. Et combien de temps dans le Jura, Saint-Claude? Dans le Jura, 6 ans. Quand même. Ouais, 6 ans. Et après? Parce qu'on se rapproche là. Oui, on se rapproche. Donc là, on était en à peu près 2004. Hein, donc là, Valence. Donc là, la Drôme. On habitait Bourg-en-Valence et moi, je travaillais à Valence. Donc c'est pareil, j'étais directrice d'école dans une école d'un quartier de Valence défavorisé. Donc c'était aussi un peu dur. Le soleil en plus, mais dur quand même. Et là, on est toujours sur ce qu'on appelle du premier degré, c'est-à-dire institutrice et tout ça. Ouais. Ah oui. Enfin, moi, j'aime bien dire institutrice. Voilà. Entre-temps, j'avais passé le concours de professeur des écoles et j'avais passé aussi dans le Jura ce qu'on appelle le CAFIPEMF pour être maître formateur. Donc, je recevais des stagiaires dans ma classe. Alors ça, c'était que du bonheur. Parce que transmettre aux gens la passion qui nous anime, je trouve ça... formidable. Donc, une fois le Jura fini, tu vas où? Eh bien, donc, Valence, maternelle dans un quartier de Valence, pendant 3 ans, je crois. Et après, s'est posé la question de faire un peu autre chose. Donc, j'ai tenté d'être directrice d'école d'application. Quand on a le CAFIPEMF, on peut prétendre à ça. En plus, moi, j'avais pas mal d'années de direction derrière moi, donc j'étais tout à fait légitime. Sauf qu'il n'y a pas forcément beaucoup de postes, parce que des écoles d'appli, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai passé les entretiens. Et puis, en même temps, j'ai passé le concours de personnel de direction. Alors, je l'ai passé une fois. Je l'ai raté. Mais moi, j'aime bien faire les choses 2 fois. Voilà, je fais le brouillon, puis après, je fais... Voilà. Donc,
bon, je l'ai raté la première année. En fait, la première année, il était, alors c'est pas du tout pour dire que c'est pas de ma faute, hein, ils l'ont changé entre les 2 années où je l'ai passé. Et la première année, c'était un système qui était beaucoup plus favorable aux gens du second degré. Parce C'est-à-dire collège, qu'il y avait lycée. un dossier à rendre où il fallait dire tout ce qu'on avait mis en place comme projet pédagogique. Alors moi, en maternelle, je ne pouvais même pas parler d'une liaison avec le collège, donc j'avais un dossier qui n'était pas inintéressant, mais qui ne correspondait pas forcément aux fonctions auxquelles je prétendais en tant que personnel de direction, donc moi j'ai été recalée, ce qui était normal. Et la deuxième année, par contre, on avait vraiment, on parlait de notre parcours, de tout ce qu'on avait mis et des compétences qu'on avait pu acquérir dans chacun de nos postes, qui faisaient qu'aujourd'hui on se sentait capable de... Voilà. Et pourquoi personnel de direction? Alors, pourquoi personnel de direction? Pour une chose très simple, c'est que quand on est instit, et moi j'avais arrêté donc à Bac+2, puisque j'étais les derniers, ce qu'on appelait fils Doug, quand on était recruté en tant qu'instit. Et donc après instit, la voie c'est ou conseillère pédagogique, donc je pouvais l'être en tant qu'AFIPEM, mais moi ça ne m'intéressait pas du tout, parce que là on s'éloigne des classes et moi c'était pas du tout ce que je voulais. Voilà. Sinon il y avait IEN, donc inspecteur de l'éducation nationale, mais là il fallait une licence. Et moi je ne l'avais pas validée ma licence, donc je ne pouvais pas. Par contre personnel de direction, à partir du moment où on est instit, prof, conseiller d'orientation, CPE, tout ça on peut le passer. Donc je l'ai passé et la deuxième fois a été la bonne. Alors, première nomination? Première nomination, c'est Ciné Parisé, banlieue de Grenoble. Voilà. 3 ans, collège difficile. Bon, après, j'ai quand même apprécié la proximité avec la ville et je me suis bien rendu compte, et après dans mes autres postes, que quand on est à côté, qu'on a le tram qui passe devant son collège et qu'on veut faire des trucs, c'est vachement sympa. Ouais. Oui. Aller au musée, aller au théâtre, aller au cinéma, ça ne demande pas toute la logistique. Mais ce qui sous-entend que tu es toujours d'ailleurs proche des élèves pour engager des projets, même si plus en cours. Proche des élèves, mais surtout des enseignants, parce que les projets, c'est avant tout les enseignants. Ouais. Alors bien sûr, c'est au bénéfice des élèves, mais c'est d'abord avec les enseignants. Ah oui. Alors, les 6 ans d'adjointe, j'ai fait donc 3 ans à Cessiné, puis après 3 ans à Porte-les-Valences. Je pense qu'en tant qu'adjoint, on est un petit peu moins dans l'accompagnement des projets parce que on gère déjà tout ce qui est la planification, l'organisation, la logistique. Donc on est un petit peu moins dans les projets. On est vraiment là un facilitateur, c'est-à-dire il y a un projet, on organise, on fait les plannings, on voit qui accompagne, qui fait quoi. Bon, mais après en tant que chef d'établissement, oui. Là c'est vraiment... je pense que c'est la mission première quand on veut faire tourner un établissement, c'est d'aller chercher les forces vives et du RH. Du RH. Oui. Donc, on arrive donc Valence, enfin Porte-les-Valences. Porte-les-Valences, deuxième poste d'adjointe, donc encore 3 ans, donc dans un gros collège, 900 élèves. Ouais. Donc un gros collège, mais j'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables. J'ai un très très bon souvenir de cet établissement. J'ai travaillé avec une chef formidable et un CPE extraordinaire, et on a passé 3 ans de vrai bonheur. On était vraiment une équipe hyper soudée, on avait exactement les mêmes valeurs, on partageait tout, et c'était vraiment un beau souvenir et une belle entrée dans le métier. En fait, je crois que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette hargne et que je crois énormément au projet et au groupe et au collectif, parce que je pense qu'il n'y a qu'avec ça qu'on avance. Oui, surtout aujourd'hui on a besoin d'avoir cette cohésion, vraiment. Mais nous y reviendrons. Donc, Porte-les-Valences, vous partez de Porte... Oh, tu vous partez de Porte-les-Valences. Et là, donc, j'ai ma mutation en tant que chef d'établissement. Donc, mon premier poste de principal, donc à Tignes-Jamaizieux, Nord-Isère. Voilà, un secteur c'était assez mitigé, enfin assez hétérogène. Hein. Il y avait, on va dire, des populations de tout classe, hein, avec des CSP aussi bien défavorisés que favorisés. Un collège plutôt sympathique, pareil, où il aurait dû y avoir une restructuration que je n'ai jamais vue non plus pendant les 3 ans, mais bon, voilà. Et non, bon souvenir, une prise de poste pas forcément évidente, parce qu'on fait toujours les erreurs, et c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de l'année où on regarde, on apprend ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée chef d'établissement, dans mon premier établissement, j'ai eu un petit peu envie de tout bouleverser. Et ça a été un peu dur au début. Je n'ai pas forcément été accueillie bras ouverts dans la salle des profs. Donc j'ai appris de mes erreurs. Voilà. Et je sais maintenant qu'il ne faut plus y aller comme ça. Il faut d'abord regarder. Et voilà. J'ai vu. Et donc, on arrive... on arrive en 2018, Chazet.
Alors, on arrive à Chazé, justement, donc cette première année et tout ce qui va avec. Et après, eh ben, effectivement, on engage des projets. Et tu nous as beaucoup suivis, enfin, nous étant l'ensemble des enseignants, sur tout ce qu'on mène avec les élèves. Et c'est vrai que là, on est sur le Beaujolais, donc effectivement, on va rentrer sur quelque chose de plus local, parce que ça agrège des écoles primaires de tout le coin, que ce soit Léchère, Marcilly, Civrieux, Chazé, Chasselet. Dans le temps, on avait Quincieux, qui était très bien aussi, c'est parce que c'était une des plus grosses communes du Rhône. Et ça permet aussi d'avoir un public qui est vraiment très intéressant. On peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, de l'évolution, parce que tu as dû la voir avec toutes ces années et tous ces bahuts, en fait, de l'évolution qui était plutôt ce qu'on appelle du frontal, c'est-à-dire que de l'enseignement direct, et que je pense essentiel quand même, parce qu'il faut quand même qu'on puisse transmettre à un moment et qu'ils apprennent, avec aujourd'hui ce qu'on peut appeler la pédagogie de projet, qui est pas, je pense pas qu'il faut un mix en fait entre tous les enseignements. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui justement de cette évolution-là? Elle est nécessaire, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire sans évoluer. Alors moi, je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas tout jeter d'avant et tout rénover d'un coup. On sert de ce qui fonctionnait quand même avant, et puis il y a quand même des bases à conserver, notamment. Alors, c'est pas forcément, moi j'aime pas le mot frontal, parce que dans le mot frontal, on a vraiment l'impression d'un affrontement, et je pense pas que quand on est dans une classe... Non, c'est parce que c'était le maître ou le professeur par rapport à avant. Un peu ce qu'on appelait le cours magistral, mais moi je pense que on a changé de sens, c'est-à-dire que je pense que l'enseignant avant était celui qui détenait le savoir, avec les apprenants vraiment qui étaient là à boire les paroles, ce qu'on a été nous à l'école, où on disait rien, on se tenait tranquille, et même si ça ne nous plaisait pas, aujourd'hui avec un public beaucoup plus difficile, qui est plus habitué d'abord à ce qu'on lui demande son avis, ce qui n'est pas forcément plus mal, et où donc là, l'enseignant, pour moi, aujourd'hui, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, est plus un outil pour l'élève, dont l'élève va se servir en termes de ressources pour construire son savoir, plutôt que celui qui va venir lui déverser du savoir. Alors, c'est pas très habilement dit, mais... Alors, c'est vrai, j'ai l'impression effectivement qu'on bascule vers ça, parce qu'il y a aussi Internet. Avant, on n'avait pas tout ça, on avait les livres, c'était beaucoup plus long, le temps d'apprentissage était beaucoup plus long. C'est un temps différent maintenant, parce qu'il n'y a qu'à cliquer, comme dit une amie, et effectivement, on a la réponse. Et les élèves le savent très bien. Ben oui, d'ailleurs, ils vérifient si on a justement les compétences. Après, ils sont parfois un peu feignasses. Et on a toujours ce rôle de transmission aussi, parce qu'ils n'iront pas chercher naturellement les ressources. Non, et puis même s'ils vont les rechercher, il y a trop d'informations sur Internet, et je pense qu'ils n'ont pas encore les codes pour savoir ce qui est de l'ordre du vrai, du à vérifier, et puis les sources. Et je pense que l'enseignant, justement, il est là pour leur apprendre à cette manne d'informations, comment je la gère, comment j'enlève ce qui peut ne pas être fiable. Et oui, alors c'est vraiment notre travail. Enfin, moi, je pense que je suis partie de maîtresse d'école au moment où ça s'est articulé. Donc moi, j'ai pas connu ça, alors même s'il y avait déjà quand même des projets, tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, vous faites plus du tout le même métier même qu'il y a 10 ans. Oui, je l'ai vu. Le basculement, il n'a pas été aussi brutal, il a été doux, en fait, petit à petit. Pour certains, il est brutal. D'accord. Donc, pour certains, parce que je pense que ça a été difficile. Moi, je pense que les gens qui ont été formés ou qui ont passé les CAPES il y a quelques années, ils n'étaient pas forcément prêts à ça. C'était des gens qui étaient souvent passionnés par leur discipline et qui n'avaient qu'une envie, c'était de la transmettre. Mais je pense qu'ils le sont toujours, en fait. Alors, mais je n'ai pas dit qu'ils ne l'étaient plus. Par contre, des fois, ils sont désarçonnés parce que la demande en face n'est plus la même qu'avant. C'est juste. Mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je le dis. Il y a quelque chose justement dans les cours aujourd'hui. Alors, ça m'ennuie parce que c'est la bienveillance et je pense que c'est quelque chose d'essentiel, mais ça a tellement été galvaudé comme terme ces dernières années, à filer de la bienveillance partout, etc., alors que c'est quelque chose naturellement qu'on doit avoir en tant qu'humain vis-à-vis des autres humains, quoi. Moi, je suis hyper exigeant, ok, mais en même temps, je les adore. Je veux dire, je fais attention à eux et quand ils arrivent, je vois tout de suite quand ça clignote, quand ça ne va pas, etc. Et on tâche de désenclencher ou de rassurer ou de justement recadrer parce qu'il faut faire attention à eux, quoi. Bien sûr, et puis le cadre, ça en fait partie. Enfin, je veux dire, moi je pense qu'à un moment, l'école, elle doit être cadrante et si elle ne l'est pas,
c'est pas sécurisant pour les enfants. D'ailleurs, ils viennent chercher ça. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je leur dis. La chose qui change jamais de toute façon, c'est que c'est l'école. Le matin, ils arrivent, ils ont leurs problèmes qui traînent de la famille ou assimilés, hop, ils sont en cours. Ça va les divertir, comme dit Huerto en latin, c'est-à-dire les faire tourner vers autre chose. Et c'est toujours le même rythme. Au moins, il y a quelque chose de stable dans le chaos qui peut nous entourer. Et au moins, ça, c'est toujours la même chose. Oui. Et puis, c'est un endroit où on se soucie d'eux. C'est-à-dire, on se soucie, ils sont absents, on le sait tout de suite, ils ne sont pas au bon endroit, on le sait tout de suite. Et je pense que pour des enfants qui, quelque part, quelquefois, sont plutôt livrés à eux-mêmes parce que le travail des parents et l'école, oui, c'est un endroit où on fait attention à eux. Et je crois que c'est important. Et de plus en plus, parce qu'on a, après, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense qu'on a des enfants qui vont pas très bien, pour certains. Et l'école, elle doit être vigilante à ça. Et je pense que, notamment la pédagogie, elle doit aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus des élèves le matin bien polis qui arrivent et ils ont leur histoire, ils ont leurs difficultés, et l'école, elle doit prendre tout ça en charge. Alors c'est énorme. Hein. Ah, c'est énorme. J'allais juste rebondir en disant qu'on n'a plus simplement le job de transmetteur de savoir. Hein. Effectivement, on est, le truc hyper à la mode, on est couteau suisse. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est vrai, on fait tout, mais ça m'a rappelé certains incites de primaire quand je les avais, enfin je m'en souviens, qui faisaient tout déjà à l'époque. Ouais. Et en même temps... mais on est vraiment des éducateurs, mais dans le sens large du terme. C'est-à-dire que, oui, on fait tout. Et l'école, mais par les missions qui lui sont données, elle fait tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on apprend à nager à un enfant, on lui apprend à la maternelle à faire ses lacets, à dire bonjour, après on lui apprend à gérer Internet, on lui apprend... À développer son sens critique, parce que c'est hyper important pour plus tard. Et c'est vrai que l'école a pris beaucoup la main, on fait la sécurité routière, on fait l'éducation sexuelle, on fait... Non mais c'est vrai. Quand tu dis ça, ça me fait rire. Mais non, mais en même temps, c'est vrai. Voilà, c'est sûr, on est vraiment sur des champs très très larges, donc forcément dans la vie de l'enfant, l'école, elle est omniprésente. Et c'est quand même le plus important. Enfin, j'ai pas nié tous les autres métiers, mais pour la construction de l'être. Bien sûr. Et on les voit quasiment même plus souvent que les parents, presque parfois. Pour certains, oui. C'est énorme. La responsabilité aussi qu'on a, nous, en tant qu'enseignants. Et au début, quand j'ai commencé, on y reviendra sur une prochaine émission, je pense que c'est toi qui m'interviewera, où quand je suis arrivé, j'étais tout feu, tout flamme, enfin pas conscient des choses. Elle m'a dit, tu as une immense responsabilité sur chaque mot que tu poses. Et moi, au début, vas-y gaiement Olivier. Et en fait, plus ça avance, plus j'ai conscience de ça et plus c'est terrible à porter. Même si à un moment, je m'en débarrasse parce qu'on est dans l'action et c'est le terrain et il faut y aller. Et qu'on espère que les choses vont se passer, d'ailleurs elles se passent, mais c'est vrai que plus ça avance, plus je me dis, on peut changer totalement leur vie, en bien ou en mal d'ailleurs, et on essaie de le faire en bien tous autant qu'on est, il me semble, hein. Mais c'est vrai que la responsabilité est très très lourde. Oui, et puis on a tous des souvenirs d'enseignants qui ont compté pour nous, ou qui ont été à un moment la personne qui a déclenché telle ou telle chose. Alors des fois des traumatismes, hein, parce qu'on n'a pas eu que des gens forcément bienveillants. Mais oui, en effet, je crois qu'il faut être très conscient que l'enseignant, quel que soit le niveau, de la petite section jusqu'au lycée et même à l'université, il y a forcément un impact sur l'élève qui est là face à lui. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir et c'est pour ça qu'en effet, chaque mot qu'on peut prononcer, chaque chose qu'on va lui dire, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut oser s'excuser parce que de temps en temps, on dit pas bien, on n'est pas bon. On n'est pas bon parce qu'on est dans la colère, parce qu'on est dans la précipitation, parce qu'on est dans je sais pas quoi. Nous aussi nos bagages de la maison. Hein. Voilà, on a aussi notre histoire personnelle, on ne s'est pas bien levé, on sait pas, voilà. Et je crois que oui. Et moi, il m'arrive très régulièrement de m'excuser face aux élèves. Parce que, oui, il y a des fois des mots qui débordent de ce qu'on a envie de dire, parce que, oui, on n'a pas laissé le temps au temps, mais parce qu'on est aussi sur un temps restreint à l'école. On les a entre 8h le matin et 17h. Et dans tout ce temps-là, il faut qu'il se passe plein de choses. Et quelquefois, il manque du temps pour justement se poser et puis se dire, là, on n'est pas dans l'urgence, on va prendre le temps. Et ça, on ne l'a pas forcément. Ouais. Là, ça me fait penser, on a contrecarré d'une certaine manière pour les projets avec les réseaux sociaux. Et un en particulier, mais qui nous permettent justement de maintenir aussi un lien de travail. Parce que si c'est employé de manière intelligente, il y a toujours manière de faire des choses intelligentes. Et de continuer. Je pense à
à ces projets-là, je pense à Sveyorpage par exemple, Mhm. là derrière dans la régie, que vous ne voyez pas aujourd'hui mais vous finirez par voir à un moment ou à un autre, il y a Clément et Guillaume qui sont donc, on va dire l'ingénieur son de la région et de la station de radio et le cadreur. Mais aussi des anciens élèves. Mais c'est ça en fait. Voilà. Et c'est des anciens élèves et qui participent toujours au projet et surtout qui transmettent aux autres. Mm, mm, mm. Oui, et puis le fait que des anciens élèves reviennent, hein, ça veut dire que voilà, quelque part, ce que vous avez fait ou ce que le Tous, collège en fait, a hein, fait, ouais. tous collectivement, eh bien, ça les a marqués. Puis c'est peut-être aussi pour ça qu'ils font ce métier-là aujourd'hui et qui reviennent quand on a besoin d'eux et qui viennent donner un coup de main parce que je pense ils ont mesuré à quel point l'école leur avait apporté, mais comme on peut le mesurer tous. Enfin, je veux dire, moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale et je dois tout à l'école. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient. Et en l'occurrence, moi, c'est l'école qui m'a tout donné. Donc, j'estime que c'est de mon devoir. Et je pense qu'on est tous un peu pareil quand on est dans l'éducation. C'est qu'on rend ce qu'on a reçu. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on y met notre âme et toute notre énergie. Merci, je pense qu'on va conclure là-dessus parce que c'est beau. Je ne et sais parce pas que si c'est beau. C'est vrai. Voilà, c'est en vrai. même temps, c'est le travail pour la collectivité, Ouais. pour le groupe. Je pense que c'est aujourd'hui essentiel, ouais, de redonner quelque chose qui fasse corps. Vraiment. Ouais. En tout cas, un grand merci. Merci Madame Bonnet. Parcouru comme ma on dit. petite vie. Merci, au revoir à tous, à la prochaine émission.